baissait violemment sur les derniers trimestres, mais ce n'est pas aujourd'hui dans les prévisions. Donc en gros, c'est pour ça qu'on n'est pas en récession, on va faire 2,5. Et a priori, alors le 1, probablement que le 1% de croissance attendue sur 2023, c'est probablement lui qui aujourd'hui est le plus fragile. C'est une évidence, puisque vous voyez bien qu'on n'a pas le palier, et là on est encore assez loin sur 2023. Donc juste un mot, voilà, excusez-moi, on le lit mal, mais c'est les types d'énergie, je vous rappelle, alors c'est 41% donc, venant du nucléaire, 27% du pétrole, 15% du gaz, et les énergies renouvelables 14 et le charbon 3. Et vous voyez les dépenses, bon, le secteur énergétique, la consommation, le secteur énergétique en reprend 38, les ménages, les secteurs tertiaires 29, les transports 19, l'industrie 12 et l'agriculture 2. Ça vous permet de voir à peu près, si on veut faire des économies, où est-ce qu'il faut faire des économies. Pardon ? Là, c'est le secteur énergétique en lui-même, qui consomme, qui produit et qui consomme évidemment. Alors maintenant, l'indice de confiance, bon, je peux peut-être passer, en fait, je vais arriver sur confiance et inflation. Donc l'indice de confiance des ménages a été plutôt meilleur sur le mois d'août. Néanmoins, vous voyez qu'on a perdu, on regarde beaucoup ça, quand on regarde évidemment, puisque si vous consommez, il faut que vous soyez confiant. On regarde toujours, ça fait partie des indicateurs économiques, que tous les économistes regardent pour essayer d'alimenter la prévision. Donc ce qu'il faut voir, c'est que sur le premier semestre 2022, on a perdu 19 points de confiance. Merci. Pourquoi ? Parce que c'était la période où les prix des carburants augmentaient, etc. Là, vous avez vu que depuis 15 jours, 3 semaines, on est redescendu. En gros, le baril de pétrole est passé de $120. On est revenu hier, on était à $92. C'est toujours un peu parce qu'il y a beaucoup de spéculation quand même là-dessus. Donc là, ça va, c'est probablement pour ça qu'on a repris 2 points, puis plus en août, que les gens sont un peu plus dans une ambiance optimiste, mais les cours du pétrole ont quand même rebaissé, et il y a eu aussi des remises sur les prix à la pompe décidées par le gouvernement. Alors, maintenant, deuxième point, donc l'aspect inflationniste. Donc les tensions inflationnistes restent la préoccupation majeure des consommateurs, et aujourd'hui, je vous donne le chiffre là, en juillet, donc qui était le dernier chiffre, non pardon, c'est le mois d'août qui est publié la semaine, en début de semaine. Donc on est passé en France de 6,1 en juillet à 5,8. Donc là c'est vrai que grâce aux mesures quand même qui ont été prises, il faut le reconnaître, le taux d'inflation que nous avons en France est quand même inférieur au taux d'inflation européen qui est venu plutôt autour de 7-8%, à cause notamment de l'Allemagne qui nous pénalise. Alors, vous voyez, là, je vous ai mis juste l'Allemagne, les États-Unis. Les États-Unis sont en point d'inflexion. Alors, ils étaient sur les derniers 3 mois à 10%, mais sur 2 ans, c'est la courbe rouge. Quand on regarde la variation sur 2 ans, on était quand même à des chiffres élevés. Simplement, on a eu un peu une inflexion. Ça, je voulais juste vous montrer ça par comparaison. Par contre, en Europe, là, vous voyez, nous, on est à 5,1. Vous voyez, ça, c'est le dernier chiffre européen. L'Europe, on est à plus de 8, je crois que c'est 8,7%. Donc il y a un vrai décalage entre, enfin, quelque part, on est effectivement, quelquefois le gouvernement le dit, mais c'est vrai qu'ils ont un peu raison, qu'on n'est pas forcément les mieux lotis. Ça, je voulais vous montrer ça aussi, c'est sur la constitution de cette fameuse inflation. Et bien sûr, vous voyez que c'est l'énergie qui est le poste le plus important. Vous voyez, le prix, la variation du prix de l'énergie, c'est plus de la moitié de la constitution de l'inflation. Donc c'est clair que pour résoudre cette problématique d'inflation, on ne peut pas sortir de cette histoire d'énergie. L'inflation ne pourra baisser que si les prix de l'énergie baissent, puisque le deuxième poste, c'est les prix alimentaires. Bien sûr qu'il y a un effet, c'est-à-dire que les prix alimentaires aussi augmentent à cause de l'augmentation des coûts logistiques, etc. Donc tout est un peu lié. Et en jaune, c'est l'impact des autres produits et les services. Vous voyez, les services finalement n'ont pas tellement bougé. Donc ça montre bien l'équation à laquelle on doit faire face. Ça, c'est juste un différentiel en fait entre États-Unis et Europe sur justement la décomposition de l'inflation. Vous voyez que l'électricité
Nous, les Européens, sont quand même beaucoup plus impactés que les Américains sur cette hausse, parce que c'est la courbe rouge, alors que les Américains, eux, c'est plus dans les autres éléments qui jouent, et l'essence aussi, on est à peu près par là. Alors maintenant, pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat, bon, c'est là qu'on a un problème. Je vais peut-être aller vite, j'ai expliqué la dynamique. Mais en gros, le pouvoir d'achat des ménages se replie de façon, de nouveau sur ce trimestre, sur le dernier trimestre. On s'est replié donc de 1,1%. Donc là, c'est vraiment le total de l'impact sur le revenu des ménages moyens, enfin en moyenne. Et donc on perd sur les deux trimestres, sur le premier semestre, pardon, on perd donc 1 plus 1,6, ça se calcule pas tout à fait comme ça, mais en gros, ça veut dire que le pouvoir d'achat a baissé de 3%. Donc là, on a une équation qui est assez compliquée. Alors, ce que je voulais vous mettre là, c'est qu'on a quand même la masse salariale qui a augmenté. Alors, faites attention, d'ailleurs, il y avait un débat hier, je ne sais pas si vous avez entendu, en France Inter, il y a toujours un débat entre Piketty et Dominique Seux, et Dominique Seux lui a sorti à Piketty qui était assez surpris. Sur la masse salariale globale en France, il lui a dit, non, c'est pas possible, alors après, je n'ai pas vérifié, aurait augmenté de 11% d'une année sur l'autre. Et pourquoi c'est 11%? Parce qu'effectivement, là on parle de masse salariale globale, évidemment ce n'est pas les salaires, je ne pense pas que le salaire ait augmenté de 11%. En fait, c'est un mélange, quand on parle d'augmentation salariale, le salaire moyen, vous voyez qu'il a augmenté de 0,8 et 0,9 sur chaque trimestre, donc il y a quand même une petite augmentation, on va essayer de récupérer l'inflation. En fait, cet écart entre peut-être 2 ou 3% et les 11%, c'est que dans la variation moyenne du salaire, on ne prend pas en compte les primes, etc., qui ont quand même été favorisées par les politiques gouvernementales avec les histoires de défiscalisation. Et deuxième facteur, c'est que l'augmentation en fait de l'emploi, qui a effectivement eu lieu, fait augmenter la masse salariale. Et ça, c'est plutôt positif. Alors après, est-ce que c'est vraiment 11%? Je ne sais pas. Mais néanmoins, vous voyez que le problème qu'il y a, en gros, c'est que cette hausse-là ne permet pas de compenser la hausse des prix. C'est pas possible. Donc, d'ailleurs, je crois que je l'ai mis en conclusion, on pourrait quand même revenir à la Belgique l'a fait. Nous, on a été, nous, on est quand même pas mal de personnes âgées, ici, personnes âgées. Non, la question c'est que quand nous on a commencé à travailler, moi j'ai commencé à travailler en 85-86, nous avions des salaires, rappelez-vous, qui étaient indexés sur l'inflation. Aujourd'hui c'est terminé, je crois que ça a été cassé, je pense que c'est nous qui l'avons cassé. Oui, je pense que c'est en 83. Déjà 83. Non, je crois pas. Je crois que ça a été fait plus tard. Sur l'augmentation du pouvoir d'achat. À mon avis, ça s'est fait plus tard. Je crois. Moi, je crois que c'est du 90, etc. Mais bref, non, mais c'est une mesure. Non, mais c'est une mesure sur laquelle les Belges sont revenus dessus, là récemment. Et je pense qu'on n'en parle pas, mais reparler d'indexation salariale sur l'inflation, je veux dire, pourquoi pas? Après tout, sur la réflexion, débat sur le super profit, etc., c'est beaucoup plus facile. En fait, ça c'est une mesure qui est facile à faire, alors que ce sera le débat d'après, taxer les super profits. Définissez-moi quand même les super profits, c'est un enjeu compliqué. Oui, sur la question du pouvoir d'achat, une des raisons du décalage entre les chiffres qui ont été donnés au pouvoir d'achat, c'est le fait que les super profits en fait, ont été générateurs d'un accroissement de près de 20% de la participation et l'intéressement. Ah oui, ok. Oui. Oui. Sur la question de réindexer ou non les salaires sur l'inflation, l'une des raisons pour laquelle on avait désindexé les salaires sur l'inflation dans les années 80-90, c'était justement pour briser la boucle prix-salaire, parce que parce qu'aujourd'hui, ça paraît fou qu'on ait des 7 à 8% d'inflation, alors que dans les années 70, on était à plus de 10. Et à l'époque, comme les salaires... On avait des taux à 12. Voilà, et comme on avait des salaires qui étaient indexés sur l'inflation, l'inflation s'auto-entretenait en raison des salaires indexés. Franchement, les jeunes, vous jeunes, nous les vieux, on doit se battre contre vous pour lutter contre l'inflation, parce que ça nous intéresse.
Mais un jeune, vous avez intérêt, vous, d'avoir une inflation. Parce que moi, j'ai pu m'endetter. Quand je m'endettais à 10, c'est l'inflation qui me remboursait la dette. Alors que vous ne pouvez plus jouer avec ce phénomène-là. C'est 82, hein. 82 Ok. D'accord. Okay. Et le taux d'épargne donc reste relativement stable en haut à 15%. Bon, j'avance un petit peu, quoique non, je suis juste dans les balances. Alors, vous voyez le pouvoir d'achat, donc c'est l'évolution en France. Hein. C'est comme ça. Excusez-moi, les couleurs sont moins bonnes. C'est le revenu disponible. Donc vous voyez, vous avez cet effet donc, de hausse un peu des revenus disponibles, mais le pouvoir d'achat qui, au contraire, vous voyez qu'on est quand même dans les plus bas niveaux. Donc c'est clair qu'il faut en tout cas que la gauche ait évidemment une réponse à cette problématique de pouvoir d'achat. Alors en contrepartie, et c'est là où je trouvais que c'était intéressant, puisqu'on nous dit que les entreprises, il faut les protéger, évidemment, oui, mais regardez quand même le taux de marge des entreprises et les taux d'investissement sur le deuxième trimestre. Si on regarde ce qui se passe sur le deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, vous voyez qu'il y a quand même, ça augmente même. C'est-à-dire qu'on voit bien que les entreprises vivent plutôt, alors on ne va pas en faire, évidemment c'est bien parce que ça permet de sauvegarder l'emploi, mais ça veut dire que quand on revient sur la fiscalité, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas effectivement augmenter la fiscalité dans la mesure où les entreprises ne sont pas en situation délicate. Et le taux d'épargne est relativement élevé, 23%. Alors ce taux d'épargne est très élevé, je vous rappelle historiquement, on était plutôt avec des taux d'épargne de 12-13%. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu toutes les incitations quand même historiques, liées au Covid. Qu'est-ce que ça veut dire le taux d'autofinancement ? C'est l'autofinancement des entreprises. C'est justement la capacité des entreprises à financer leurs investissements. Donc en fait, à partir du moment, donc, avec un peu plus, quand vous êtes, ça veut dire que là, en 2021, les entreprises n'avaient absolument pas besoin de dette. C'est pour ça qu'on a plutôt assisté à un désendettement des entreprises. Et là, elles sont dans une situation pas trop mauvaise, parce que ça veut dire qu'elles autofinancent leur investissement à hauteur de 92%. Ouais. Ça, je vous ai fait un panorama un peu complet. Alors, avant d'arriver aux conclusions, je me suis amusé quand même à regarder, il y avait aussi l'histoire des inégalités, puisque ce pouvoir d'achat, évidemment, a touché les personnes de façon très différente, suivant dans quelle situation vous êtes. Donc l'Observatoire des inégalités définit, et la question aussi, il faut revenir là-dessus, sur finalement la taxation effectivement des plus riches. Donc les inégalités définissent la richesse par un niveau de vie qui équivaut à 2 fois le niveau de vie médian. Donc ce niveau aujourd'hui, il est de, enfin c'est l'Observatoire, je crois que c'est des résultats de 2021, il est donc à 3 673 € par mois après impôt pour une personne seule et 5 500 € pour un couple. Et vous vous souvenez, c'était Hollande qui avait sorti « On est riche à plus de 4 000 €. Ben oui, c'est ce que reprend quand même, en gros, ce rapport. Donc on a 4,5 millions de Français qui sont donc, dans cette situation-là, soit 7,1% de la population. Une part en baisse, puisque quand même il y avait 8,6% en 2010. L'Observatoire des inégalités s'intéresse également à une autre forme de richesse, c'est le patrimoine, qui est autre chose. Et là, on a 4,6 millions de ménages, soit 16% des foyers, qui sont considérés comme fortunés et disposent du triple du patrimoine médian. C'est comme ça qu'on les caractérise aussi. Et ça veut dire que c'est plus de 480 000 € de patrimoine. Donc là, évidemment, vous rentrez l'immobilier, etc. Et comment vous expliquez que la part elle soit en baisse, là, de 8,6 à 7,1 entre 2010 et maintenant? Quand vous dites là... Oui, non, alors par rapport à 2010, je ne sais pas, ça c'est l'Observatoire qui le fait. Pourquoi on a cette baisse? L'érosion des classes moyennes. Ouais. L'effet de comme ça, c'est fait en gros, perte de substance des emplois qualifiés. Ça veut dire qu'en fait, c'est un peu c'est ce que je vais dire après, c'est que en fait, vous avez là-dedans, vous avez eu un écartement énorme. C'est-à-dire les plus riches sont les plus riches, c'est ce que je veux dire après. Sont les plus riches, mais là, on n'est quand même pas à 3 673 €, c'est pas non plus. D'accord. Il peut y avoir aussi une hausse de la médiane. Oui,
je pense que c'est ça. Et je pense que c'est pour ça. Après, j'ai pas... Ouais. Donc ces grandes fortunes, par contre, c'est pour ça qu'il y a cet écart, sont de plus en plus nombreuses. Hein, c'est entre 2018 et 2020, le nombre des ménages redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au niveau IFI, a augmenté de 8%.